Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans la deuxième vidéo de la série pour améliorer ses photos et devenir un professionnel. Dans cette vidéo on va voir les 7 secrets pour améliorer ses photos justement, développer son style et également se libérer de la technique. On a vu dans la première vidéo les 5 erreurs que commettent la plupart des photographes. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite vivement à la voir. Également, on se retrouvera dans quelques jours dans la conférence en ligne que j'organise, ce qui veut dire que vous pourrez vous connecter à une page, vous me verrez en vidéo. Également, je vous présenterai les 6 étapes pour gagner de l'argent et donc devenir un professionnel, un photographe professionnel. Alors, on rentre dans le vif du sujet et premier secret pour améliorer ses photos, il faut travailler son regard et développer son goût. C'est vraiment très important. Comme dirait Dorothée Allange, l'appareil photo est un outil qui enseigne aux gens à voir sans appareil photo et je la trouve pour le coup très explicite sur ce sujet. Parce qu'en fait, ce qui compte avant tout quand on est photographe, c'est d'arriver justement à voir ce que les autres regardent sans voir, à capter vraiment toute l'essence d'une scène et de pouvoir justement après la retransmettre et de retranscrire ces moments qu'on arrive à comme ça à capter pendant les quelques fractions de secondes du temps de la prise de vue pour les présenter aux gens à travers justement ces images. Et comment on y arrive ça? Et bien justement grâce à sa sensibilité et donc en travaillant justement sur ce point, sur votre sensibilité, vous allez être capable après d'affûter votre regard et d'améliorer votre perception des choses. Et ça, c'est vraiment un point clé quand on travaille dans le domaine de l'image et notamment quand on veut devenir photographe. Et donc tout l'entraînement justement du photographe va résider dans le fait de repérer ces moments clés dans une action, dans une scène, dans un endroit, de repérer ces moments clés et de les capturer au bon moment. Et parfois même à justement créer un climat favorable à l'apparition de ces moments clés. Par exemple, concrètement, ça veut dire quoi? Dans le cadre d'un shooting avec modèle, par exemple du portrait pour du particulier, d'arriver comme ça à faire en sorte que le modèle qui n'est pas à l'aise pour poser, qui n'a pas l'habitude de faire cet exercice, se sente bien avec vous et tout simplement des émotions se libèrent et déclenchent des sourires, des expressions qui soient intéressantes de capturer. C'est ça aussi qui va faire de nous en fait des artistes entre guillemets et pas juste des opportunistes qui vont capturer la réalité avec tout simplement un bout de JPEG, un bout de RAW, peu importe. Et c'est ça en fait qui va faire de nous des gens créatifs parce que notre matière première c'est le réel, mais nous voilà, on va justement jouer avec ça et trouver des moments dans le réel intéressants, les sublimer, les amplifier avec tout un tas de techniques différentes. Et c'est ça aussi qui va faire la différence entre, on le disait dans la première vidéo, une belle photo techniquement réussie et une photo vraiment exceptionnelle, intéressante, qui nous fait quelque chose, qui a un truc en plus, où on a un effet waouh devant. Vous voyez ce schéma qui est assez explicite, qui représente vraiment le système de la vision. Donc il y a le monde réel, tout simplement c'est le monde qui est le même pour tout le monde, et ensuite il y a vos yeux qui vont capter le monde réel, ensuite il y a votre cerveau qui va analyser ce qu'il voit en interprétant le résultat. Donc l'interprétation qu'il va en faire va être le résultat pour le coup de votre expérience, c'est pour ça qu'il faut développer votre expérience et vos compétences. Ensuite il va choisir dans sa base de données une action qui va lui sembler appropriée, et que ça, cette base de données, vous allez pouvoir l'alimenter tout simplement en vous formant, et ensuite seulement il va ordonner au doigt de déclencher tout simplement le déclencheur de l'appareil photo. Donc en fait, travailler son regard et son intention photographique, c'est ça qui va faire toute la différence, comme on le disait, entre quelqu'un qui va se contenter de capturer la réalité, quelqu'un qui va y apporter une patte, un style et vraiment une intention photographique. Et c'est comme ça également que vous allez développer par la suite
votre style en tant que photographe, en y apposant votre vision des choses et votre sensibilité personnelle. Après avoir dit ça maintenant, je vais vous partager quelques techniques concrètes justement pour améliorer votre regard. Premièrement, pour bien comprendre l'essence d'un endroit, d'une scène, d'une situation, il peut être intéressant de réapprendre à s'ennuyer dans un environnement. Qu'est-ce que j'entends par là? Imaginez que vous faites de la photo de rue. Il y a une technique qui est pratiquée par les photographes de rue, c'est de se mettre tout simplement à un endroit où il y a des passants, il y a beaucoup de passages, où il y a de l'action, il y a des choses qui se passent. Donc souvent dans un milieu citadin, de s'asseoir sur un banc et d'attendre, voilà, pourquoi pas une demi-heure en observant ce qui se passe. Et au bout d'un moment, en fait, ils vont, tout simplement, ces photographes-là vont anticiper ce qui va se passer, le chemin que vont prendre les passants, les voitures qui vont tourner à un certain moment parce que la rue, elle est abîmée à un certain endroit, etc. Et ils vont pouvoir, du coup, grâce à cette anticipation, eh bien, capturer des moments vraiment intéressants, tout simplement, avec leur appareil photo. C'est parce qu'ils ont eu avant cette étape d'analyse du réel et de compréhension de celui-ci. Donc je vous encourage vraiment à, même si vous voulez pas forcément faire de la photo de rue, vous réapprendre à vous ennuyer dans un endroit, dans un environnement, à analyser la texture, à analyser eh bien, comment la lumière rebondit sur les objets, qu'est-ce que ça fait comme effet, etc. Et ça, vous pouvez le faire pour le coup au quotidien et vous n'avez pas besoin de votre appareil photo juste pour vous entraîner à développer comme ça votre regard. Et vous allez voir que si vous vous ennuyez, donc sans votre portable, sans tout ça, sans Instagram bien évidemment, et donc à ce moment-là, vous allez vous mettre à voir les choses plutôt que à juste les effleurer du regard. Également, dès que vous voyez passer quelque chose, pour le coup sur internet, dans un magazine, dans un livre, une image qui vous plaît ou même dans un musée, je vous encouragerai tout simplement à sauvegarder cette image sur votre ordinateur dans un dossier, par exemple, qui va vous servir de référence. C'est vraiment important de se constituer des références, même si c'est des images que vous n'avez pas forcément envie de reproduire, juste pour avoir des idées de combinaison de couleurs, des idées d'éclairage, des idées de composition. Et le but, c'est pas de faire un copier-coller après de ces idées, mais juste, ça vous permet d'alimenter justement, comme on l'a vu dans le schéma de la vision tout à l'heure, d'alimenter votre cerveau et la base de données qui est à l'intérieur pour ce qui correspond tout simplement à la création d'images. Et ça vous permet de manière inconsciente là aussi, eh bien encore une fois d'affûter et de travailler votre regard efficacement. Ensuite, ce qui est intéressant de faire, et il faut faire vraiment l'exercice consciemment, c'est d'apprendre tout simplement à repérer le beau et l'extraordinaire dans ce qui va paraître ordinaire pour la plupart des gens. D'être capable comme ça de faire de la contemplation. Donc pour illustrer ça, eh bien moi je vais vous parler d'un cinéaste qui s'appelle Antonioni, et tout simplement qui a réalisé comme ça des films qui traitent de la contemplation. Il y a vraiment des plans comme ça qui sont lents, des films en fait où peut-être dans les 3 heures de film comme L'Adventura, qui est un de ses films les plus connus, où il se passe pas grand chose au niveau scénaristique, mais où il va contempler les choses. Et moi en tout cas c'est un cinéma qui me parle beaucoup parce que justement il a une vision des choses et du réel que je trouve vachement intéressante. Donc entraînez-vous comme ça à repérer dans l'ordinaire quelque chose d'extraordinaire, parce que dans ces films par exemple à Antonioni, il n'y a pas des choses extraordinaires qui se passent. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'il arrive à dénicher de la beauté finalement dans des scènes totalement banales. Un autre exercice, et qui sera peut-être plus simple et plus abordable au début, c'est de faire du dessin. Et je sais que moi ça m'a beaucoup aidé, j'ai fait 3 ans tout simplement de Beaux-Arts, ça m'a beaucoup aidé pour ce qui est de la pratique de la retouche, du respect des proportions, dans la modification du visage et tout, dans les cheveux, ça m'a pas mal aidé. Parce que tout simplement le dessin, ça va vous entraîner, vraiment pour le coup, ça va entraîner concrètement votre regard à reproduire quelque chose, par exemple dans le cas d'un dessin de nature morte réaliste, ou tout simplement à respecter des proportions, par exemple pour dessiner le visage, etc. Et moi vraiment ça m'a énormément aidé par la suite. Également, les jeux vidéo, moi ils m'ont beaucoup aidé dans mon parcours, parce que j'ai commencé à jouer tout simplement, on était vraiment dans la quête de l'hyper-réalisme, et on voulait sans arrêt améliorer les graphismes. Et donc c'était vraiment la compétition, et chaque tout simplement éditeur essayait de faire des graphismes plus beaux que le voisin. Et le fait comme ça d'être un petit peu obsédé par les graphismes et de suivre cette tendance m'a permis tout simplement à être plus attentif aux détails dans le jeu lui-même, et donc à me rendre compte en fait quand il y avait des beaux graphismes, des belles lumières, des belles textures, à les apprécier d'une autre façon, et même du coup à apprécier le réel d'une autre façon. Là aussi ça m'a vraiment aidé, et à l'époque aussi je voulais faire infographiste, et donc voilà, le but de l'infographiste c'est de reproduire un environnement en 3D, donc forcément on va faire attention à chaque petit micro détail, à comment sont placés les graviers tout simplement dans l'allée, les flaques d'huile par terre, etc. Et cette obsession du détail m'a permis justement d'apprendre à vraiment regarder un endroit et un environnement, et pour le coup ça m'a beaucoup aidé également dans ma pratique photo. Voilà, maintenant deuxième secret pour améliorer vos photos, c'est tout simplement soigner sa composition pour créer de la dynamique dans ces images. Alors qu'est-ce que c'est qu'une bonne composition? Bien tout simplement, c'est une image où le
regard va circuler. Ça va être un véritable voyage visuel et où le regard va se diriger en fait vers le sujet principal de votre photo et où il ne va pas être en fait perturbé par tout simplement des éléments disgracieux, des éléments qui vont venir perturber justement la lecture de l'image. Donc ça, pour le coup, la composition, c'est quelque chose de difficile et on ne peut pas juste vous enseigner ça en vous disant bah voilà, il faut faire la règle des tiers et vous placez votre personnage sur le premier tiers droite ou le premier tiers gauche. C'est pas aussi facile que ça. Pour le coup, la règle des tiers, elle fonctionne et dans plein de situations, mais il ne faut pas l'ériger en dogme et il y a plein d'autres techniques qui existent. Et ce qui compte, c'est vraiment l'entraînement et la répétition et d'arriver après, au fur et à mesure que vous allez vous améliorer en composition d'image, à ressentir le poids visuel des choses. Et des fois, vous allez vous dire naturellement, bah tiens, cet objet-là, il n'a rien à faire là, ou mon cadre, voilà, il est mal cadré, sans pour autant faire appel à une quelconque règle. C'est une compétence sur laquelle on peut tout à fait travailler à l'instar des autres. Et ressentir le poids visuel des choses, c'est un exercice un peu d'équilibriste, un peu difficile au début, mais par exemple, naturellement en fait, quand vous faites de la décoration, vous utilisez déjà cette compétence parce que vous estimez le poids visuel de chaque élément, par exemple des tableaux, des affiches que vous allez afficher chez vous, et en vous disant, ok, est-ce que c'est bien symétrique, est-ce que c'est bien droit, est-ce qu'il y a assez d'espace à gauche, assez d'espace à droite, assez d'espace en haut. Bien là, c'est pareil, vous pouvez faire la comparaison dans le monde de la photo, et à chaque fois que vous allez prendre une photo, posez-vous la question. Alors au début, il faut le faire de manière consciente pour que ça devienne quelque chose de subconscient après, mais faites le processus conscient d'analyser une image et de vous dire, ok, est-ce que là il y a assez d'air en haut, assez d'air en bas, est-ce qu'il n'y a pas trop d'air à gauche, pas trop d'air à droite. Posez-vous à chaque fois la question parce que moi je vois plein de photos qu'on m'envoie où en fait à chaque fois il y a trop d'air à un endroit et qu'en fait il suffisait juste de recadrer un petit peu pour donner beaucoup plus d'impact et beaucoup plus de force justement à la dynamique de l'image. Alors les techniques concrètes maintenant pour améliorer sa composition, faire attention à votre point de vue, c'est-à-dire vous allez tout simplement naturellement porter votre appareil photo à votre visage et prendre la photo, mais si vous faites 2,20 m et 1,60 m, vous n'aurez pas le même rendu, peu importe la scène que vous prenez en photo. Donc faites attention à la hauteur de votre appareil photo, n'hésitez pas à vous baisser, n'hésitez pas même à tester des choses un petit peu extrêmes, tout simplement en descendant très bas près du sol par exemple, ou en faisant un plan du dessus. Voilà, ça peut être intéressant aussi créativement parlant, ça peut être original. Également faites attention à l'axe de la prise de vue, c'est-à-dire que ça soit en contre-plongée ou en plongée, parce que là aussi ça va faire des effets différents et ça va rendre les perspectives différemment et également suivant la focale que vous allez utiliser. Donc ensuite, on en a parlé rapidement tout à l'heure, il y a la règle des tiers que vous pouvez vous servir, notamment dans la plupart des appareils photo, on peut l'afficher, on peut afficher le quadrillage et au début ça peut vous aider. Après je vous encouragerai à enlever ce quadrillage, ça doit juste vous servir de repère au début. Une fois que vous l'avez compris, hop, vous l'enlevez. Ensuite vous pouvez utiliser la technique du centre et de la symétrie, comme cette photo par exemple de Lucille, où là pour le coup mon sujet, alors l'axe de prise de vue est complètement en plongée puisque on est de haut et on est totalement, donc Lucille est allongée dans l'herbe et là j'ai décidé de placer le visage de Lucille totalement au centre et pour le coup ça a plus d'impact que s'il était juste avec la règle des tiers. Donc vous voyez, il ne faut pas ériger la règle des tiers en dogme parce que c'est généralement la plus connue, c'est celle qu'on apprend en premier. Ensuite sur cette photo, j'ai utilisé la technique de la ligne d'horizon, donc j'ai placé vraiment la ligne d'horizon au centre de mon image et c'est elle en fait qui va driver le regard, également séparer les différents plans de la photo. Ensuite il y a la technique des lignes de fuite pour structurer la composition comme on voit sur cette image avec le banc. Donc là on voit que vraiment les lignes de fuite vont driver également le regard. Ensuite il y a la technique de l'espace négatif. Alors qu'est-ce que c'est l'espace négatif? Eh bien tout simplement c'est de mettre son sujet dans un environnement visuel vide et l'espace négatif va driver le regard naturellement vers le sujet. Donc ça peut être intéressant, que ce soit dans la photo de modèle, également dans la photo de reportage. Ensuite, il y a la technique de suggérer plutôt que de montrer, par exemple avec cette photo, ce portrait de Zoya, où tout simplement son chapeau comme ça vient couper pile à l'endroit où seraient ses yeux, comme ça on n'arrive pas bien à décoder son expression, et donc on peut imaginer plein de choses. Du coup là ça rend la photo plus impactante. Ensuite il y a la technique de la texture, ça par exemple c'est une série que j'avais réalisée à l'époque avec mon iPod, pour vous dire, c'était même avant que j'ai un iPhone. Il y avait un appareil photo de 5 millions de pixels et je m'amusais tout simplement à prendre des photos de très près de différentes textures de vêtements dans des environnements lumineux différents, dans des pièces différentes, et ça peut être intéressant également pour de la photo un peu plus abstraite. Également on peut changer le ratio de cadre, ça c'est une autre technique intéressante, et par exemple comme sur cette photo de Anna en noir et blanc, donc en studio en lumière naturelle, le cadre ici il a un ratio de 1.1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un carré parfait. Et donc là aussi, eh bien en fait, ça va faire voyager votre regard différemment que si c'était par exemple une photo en 16/9, plus allongée, plus étirée. Maintenant, troisième secret pour améliorer vos photos, c'est le choix de la perspective et de l'angle de champ.
notamment avec vos focales, parce que suivant la focale que vous allez utiliser, vous aurez un effet différent. Donc vous voyez par exemple entre ces deux photos qui ont été prises à deux focales différentes, on voit qu'il y a un effet des perspectives qui est vraiment différente. À noter que j'ai fait en sorte que le sujet prenne le même espace dans la photo avec les deux focales différentes. Mais vous voyez, ça n'a rien à voir. Donc là aussi, en plus de votre composition, ça va avoir une véritable incidence sur votre image. Et par exemple, cette photo avec Natalia, donc qui est réalisée au 300 mm, donc sur plein format, vous voyez également là une grande différence dans ce qu'on appelle la compression des perspectives, c'est-à-dire comment l'arrière-plan va s'agencer avec le premier plan. Donc là pour le coup c'est sur la place du Louvre à Paris, et donc vous voyez là notre sujet se détache énormément de l'arrière-plan, de par le flou, mais également de par la compression des perspectives, ce qui fait que l'arrière-plan semble beaucoup plus plat que s'il avait été pris par exemple au grand angle. Les longues focales sont beaucoup utilisées en mode pour rendre hommage à la photogénie et à la beauté des modèles. Alors sur cette autre photo, ça a été pris un peu plus tard durant le shoot, ça a été réalisé au 149 mm et on voit que justement la compression des perspectives qui est un peu plus médiane que celle du 300 mm mais qui est quand même bien présente par rapport par exemple à une image au 50 mm fait que là aussi l'agencement des perspectives et du bâtiment est intéressant, ressort, est mis en exergue et que le modèle lui aussi ressort et est bien séparé du fond. Donc là aussi ça revient. Donc posez-vous à chaque fois la question de la composition, de la hauteur, de l'axe de la prise de vue, également de la focale que vous allez utiliser, ça va vraiment de pair. Quatrième secret pour améliorer ses photos, c'est tout simplement s'inspirer des plans du cinéma pour apprendre à bien cadrer. Donc maintenant vous avez compris que c'est important de soigner sa composition, la focale utilisée, et dans tout ça également le cadre a une importance capitale. Et pour travailler là-dessus, ce que j'aime bien dire aux photographes, c'est tout simplement de s'inspirer des plans qui sont utilisés au cinéma. Vous voyez sur ce schéma, là ça représente en fait les différentes échelles de plans qui sont utilisées régulièrement dans le cinéma. Donc on voit tout simplement qu'on va partir d'un plan où on voit tout le personnage jusqu'à un très gros plan sur le visage. Et donc ça va vous permettre de savoir tout simplement en vous basant sur cette référence, de savoir où couper par exemple vos personnages dans le cadre. Il faut mieux cadrer mi-cuisse, près du genou, etc. Et que ça soit le plus esthétique possible. Après, rien ne vous empêche de recadrer à loisir sur les logiciels de post-production, c'est tout à fait possible. Donc si vous avez raté votre cadrage à la prise de vue, que vous avez cadré par exemple un peu trop large, qu'il y a un peu trop d'air au-dessus, etc., n'hésitez pas à recadrer après sur l'ordinateur. Et vous voyez par exemple sur cette photo, le cadrage va changer complètement la donne. Donc là, on passe d'une photo où on voit un petit peu le décor, où on voit qu'il y a un autre sujet dans l'arrière-plan et qui donne un certain rendu, à celle-ci où pour le coup, on a vraiment un très gros plan centré sur les yeux, sur le regard. Et là, pour le coup, je trouve que la photo marche beaucoup mieux ainsi. Cinquième secret maintenant pour améliorer vos photos, c'est de maîtriser la lumière, d'apprendre à la façonner, d'apprendre à la contrôler. La lumière, c'est tout un truc. Alors là, je vais vous montrer différentes photos que j'ai réalisées avec différents types de lumière que l'on va voir ensemble. Alors sur cette photo de Tiffen, on voit donc une lumière qu'on appelle dure et zénitale. Zénitale, ça veut dire qu'elle vient du haut, tout simplement en l'occurrence, c'est dans la lumière naturelle, c'est-à-dire que c'est dans l'extérieur et que c'est le soleil qui a projeté comme ça sa lumière du haut parce que c'était vers aux alentours de midi 14h. Et pour le coup, ça crée des ombres portées qu'on appelle dures. Elles ont un bord défini et on peut dessiner dessus. À l'inverse des ombres douces que l'on va voir dans un instant. Donc vous voyez le rendu que ça donne. Généralement, on déconseille par exemple pour les prises de vue en extérieur de placer son modèle en plein soleil à 14h parce que ça crée un effet particulier. En l'occurrence, sur cette photo, je trouve que ça rend bien. Les ombres projetées sont tout de même esthétiques. Ça participe en fait à l'atmosphère et à l'expression, ça souligne l'expression du modèle. Donc ça peut être intéressant. Et également, ça marche bien en noir et blanc. Ensuite, je vais vous montrer un exemple de lumière avec des ombres douces pour le coup, avec cette photo d'Alicia. Et donc on voit ici que les ombres ne sont plus du tout définies, ne sont plus du tout marquées. Pourtant elles existent bien. Alors comment on fait pour obtenir des ombres douces? Soit on va attendre d'avoir un temps un peu plus nuageux, ou alors on va se placer à l'ombre tout simplement. Donc là on voit qu'il y a des lumières, des ombres dures qui sont dans l'arrière-plan à cause des ombres projetées des arbres à gauche, en bas à gauche, tandis que sur notre modèle tout est doux parce qu'il est placé justement en dessous du feuillage des arbres, donc à l'ombre, mais on garde un petit peu de lumière sur l'attaque de ses cheveux pour rehausser et donner un effet 3D à l'ensemble. Donc là également c'est intéressant. Ensuite, on va voir le cas de ce que j'appelle la lumière surexposée, c'est-à-dire que, on l'a vu dans la première vidéo, la technique, il ne faut pas l'ériger en dogme, c'est pas parce que vous avez une photo où il y a des parties qui sont dites surexposées ou cramées que c'est une mauvaise image.
loin de là. Donc, par exemple avec cette photo où on voit que sur le bras de la modèle, eh bien c'est trop éclairé. Si on venait avec notre sélecteur dans Lightroom, on verrait que c'est surexposé. Un petit peu également sur le bord. Mais c'est pas pour autant que je vais jeter la photo, clairement pas, parce que là pour le coup ça marche bien, c'est intéressant là aussi, ça donne beaucoup de peps et de contraste. Il y a une variante qui existe qui est un peu plus contrôlée que la lumière surexposée qu'on appelle le high key. Donc là vous voyez avec cette photo pour le coup réalisée là aussi dans un studio en lumière naturelle complètement, un studio tout blanc, et on voit là ici qu'on est à la limite de la surexposition, et notamment sur la peau du modèle. Donc c'est à la limite de la surexposition. Vous pouvez faire du high key à la prise de vue avec le correcteur d'exposition, vous pouvez faire du high key avec les logiciels de post-production. Donc là ça donne un rendu très blanc comme ça sur toutes les formes, et également ça peut être très esthétique, et là ça rend bien en contraste pour le coup avec les talons. Ensuite il y a la lumière à l'inverse qu'on appelle la lumière low key, par exemple avec cette photo ici, où on est très proche de la sous-exposition. Et donc là, la photo est très sombre, mais on arrive tout de même à discerner les détails, c'est pas complètement noir, et ça crée une ambiance, un mood différent. Ensuite, on va avoir la lumière contrastée. Ce qui veut dire en fait qu'il va y avoir un écart important entre les valeurs les plus claires et les valeurs les plus sombres de l'image. En l'occurrence ici, c'est un noir et blanc pour bien vous montrer ce que je veux dire. Donc là ici on a des valeurs dans la photo qui sont très claires et des valeurs très noires dans l'ombre projetée du modèle. Donc le contraste, ça va être intéressant de jouer avec. Ensuite on va avoir ce qu'on appelle de la lumière colorée, où tout simplement c'est pas juste une lumière qui va être blanche couleur lumière du jour ou couleur panneau LED. Là on va avoir une lumière vraiment avec toute une variante de couleurs, et pour le coup c'est assez accessible aujourd'hui. Par exemple cette photo réalisée avec Ludivine a été réalisée avec des tubes néons à quelques euros sur internet. Ensuite on a une lumière qui est moins connue mais qui est vraiment intéressante d'exploiter, c'est ce que j'appelle la lumière invisible, qui va tout simplement aller au-delà du spectre du visible, c'est-à-dire de ce qui est visible par nos yeux à nous et que les capteurs peuvent capter. Donc par exemple cette image qui est une photo en infrarouge avec un appareil qui a été modifié pour l'occasion, qui me permet de capter la lumière infrarouge. Donc là également c'est très intéressant. Ensuite on a la lumière de la golden hour. Alors qu'est-ce que c'est la golden hour? C'est tout simplement la lumière du couchant. Quand le soleil va se coucher, ça va créer une lumière très directive, très chaude également, et qui va être intéressant d'exploiter. Vous pouvez également vous mettre un petit peu en contre-jour, comme sur cette photo. Ensuite on a la lumière de nuit, par exemple avec ce portrait qui a été réalisé tout simplement dans une voiture à Paris avec tous les éclairages ambiants, qui là est un mix de lumière colorée. Là également la lumière de nuit c'est très intéressant. Moi quand j'ai commencé la photo, je m'étais vraiment donné le challenge d'aller faire des photos la nuit, tout simplement pour apprendre à maîtriser mon appareil, et également pour apprendre à observer la lumière, là où quand ça va être dans la journée à 14 h, tout va être écrasé par la lumière unique du soleil. Là toutes les lumières tout simplement vont se répondre des différents affichages publics. C'est là également très intéressant. On a également ce que j'appelle la lumière en contre pour un effet de profondeur et de relief. Alors sur cette photo par exemple avec Anna, sur ce portrait, le soleil est vraiment placé en contre-jour, pas du tout dans l'axe de l'appareil, tout simplement parce qu'il est un peu plus haut, ce qui va venir détourer sa chevelure et la faire ressortir tout simplement de l'arrière-plan et créer comme ça cet effet de relief de ce que j'appelle 3D. Ensuite il y a la lumière volumétrique. Tout simplement on va matérialiser la lumière avec de la fumée par exemple, ou avec des caustiques. Si tout simplement vous faites de la photo sous-marine, la lumière va passer dans l'eau et ça va créer des effets intéressants. Donc là par exemple c'est une photo qui a été réalisée lors d'un clip que j'ai tourné sur une Jeep où il y avait une machine à fumer et tout un éclairage additionnel, et donc ça matérialisait vraiment l'éclairage, et là je trouvais également que c'était original. Ensuite il y a la lumière dite mixte, où là on va justement mixer du naturel et de l'artificiel. Donc par exemple avec cette photo avec mon ami Nassim, où on est dans une salle de sport et on va avoir la lumière naturelle de l'extérieur qui va passer par les vitres et la lumière artificielle de l'éclairage ambiant qui va venir s'additionner, et donc ça crée un rendu là aussi différent. Donc voilà, je vous ai montré plein de types de lumière que vous pouvez utiliser, n'hésitez pas à les reproduire dans vos créations pour vous servir d'idées. Et donc tous ces types de lumière, on peut les ranger dans deux catégories différentes, qui sont donc la lumière naturelle et la lumière artificielle. Donc la lumière naturelle c'est quoi? C'est la lumière tout simplement du soleil qui est en extérieur, qui est à votre disposition. L'avantage c'est que c'est gratuit, c'est disponible également en illimité, et qu'il y a des combinaisons d'éclairage qui sont vraiment infinies, vraiment intéressantes d'exploiter, d'utiliser suivant tout simplement le lieu, l'endroit où vous vous situez, l'environnement et les conditions météorologiques. Là où c'est intéressant également, c'est que ça vous permet de créer dès le début des photos vraiment très intéressantes grâce à la chance du débutant quand vous démarrez, à l'inverse de la lumière artificielle où pour le coup il va falloir
plus travailler pour bien la maîtriser et ça va vous demander également moins d'investissement puisque la lumière artificielle, il faudra investir dans des flashs, etc. Là, pour le coup, le soleil est à disposition de tout le monde. Et également, à terme, ça va vous permettre, avec beaucoup d'expérience, de créer vraiment des rendus uniques qui seront difficiles à obtenir avec un éclairage artificiel ou alors avec une machinerie vraiment très importante et très coûteuse. Par contre, le problème, en fait, les inconvénients de la lumière naturelle, c'est qu'on ne peut pas vraiment la contrôler, on peut juste l'affiner. On est dépendant également du temps, de l'heure, et suivant les saisons, ça va être très différent également. Et là aussi, on va être dépendant des performances de son appareil photo si vous avez un appareil un peu ancien, parce que s'il n'y a pas assez de lumière, tout simplement, eh bien, il n'arrivera pas à compenser. Maintenant, si on passe à la lumière artificielle, eh bien, les avantages qu'on va pouvoir compléter et esthétiser une lumière naturelle, donc comme on l'a vu avec la photo de Nassim, où en fait on va mixer les différents éclairages. Quand on travaille au flash également, c'est intéressant parce qu'il va tuer la lumière ambiante, puisqu'on va travailler avec des vitesses très élevées, ça va nous permettre d'avoir une nouvelle approche de la photo. On a aussi un total contrôle sur cette lumière, puisqu'on va pouvoir changer son intensité, pouvoir la diminuer, l'augmenter, changer la couleur. Et on peut vraiment, grâce à la lumière artificielle, totalement remodeler et totalement changer un endroit. Les inconvénients, par contre, c'est qu'il y a des coûts supplémentaires, que ça va être difficile à maîtriser au début, et que ça demande parfois également des techniques de retouche particulières. Maintenant, le 6e secret pour améliorer ses photos, c'est le storytelling. Ça veut dire quoi? Ça veut dire exprimer et raconter quelque chose. Donc ça va être intéressant justement pour ajouter le truc en plus à vos photos et pour créer justement l'effet waouh. Pour y arriver à ça, vous pouvez vous demander pourquoi vous faites de la photo, qu'est-ce que vous voulez exprimer, qu'est-ce que vous voulez raconter exactement, et quelle est votre interprétation, comment vous voyez le monde qui vous entoure. Et ça va vous demander par contre de prendre un minimum de recul sur votre pratique. Après voilà, le message que vous allez faire passer avec votre photo n'a pas besoin d'être extrêmement explicite avec une grosse flèche qui pointe sur le message, clairement pas. Il peut être sous-jacent, il peut être implicite et il peut être subtil. Raconter quelque chose en photo, donc c'est difficile, mais par exemple l'exercice de la série photographique, donc de travailler sur un même sujet avec différentes variations, ça peut vous aider. Et également de travailler en argentique, surtout si vous venez tout simplement, si vous avez débuté avec le numérique. L'argentique, l'avantage c'est que chaque fois que vous allez prendre une photo, ça va vous coûter de l'argent, mais donc vous allez beaucoup plus réfléchir avant de prendre la photo. Et donc en plus de réfléchir sur les différentes composantes qu'on a vues précédemment, les compositions, la focale, tout ça, eh bien vous allez également vous demander pourquoi vous allez prendre cette photo. Ça va vous permettre comme ça de réfléchir consciemment au sujet et à l'histoire que vous voulez raconter à votre image. Et après, une fois que vous avez fait ce processus, eh bien vous pourrez le transposer tout simplement à votre pratique en numérique. 7e secret maintenant pour améliorer vos photos, c'est d'avoir un workflow optimisé pour sélectionner, trier et retoucher vos photos. On a vu dans la première vidéo de cette série que c'était vraiment important de retoucher ses photos, mais j'entends souvent l'argument que ça prend trop de temps de retoucher ses photos et que parfois on passe littéralement des heures derrière l'ordi au lieu de tout simplement prendre des photos. Alors moi j'ai envie de vous poser en fait une question toute simple pour répondre à cette problématique, c'est combien de temps méritent vos photos? Il faut plutôt le voir comme ça. Voilà, tout simplement les peintres quand ils peignaient leur tableau, combien de temps à votre avis ils prenaient pour faire leur création? Et bien voilà, combien de temps méritent vos photos? Je pense qu'elles méritent un peu plus que 1/4 millième de seconde. Et donc si ça prend toujours trop de temps, eh bien je vous encourage vraiment à apprendre à optimiser ce temps, à apprendre tout simplement à vous organiser, parce que c'est ça qui va faire vraiment toute la différence. Avant, j'étais quelqu'un de totalement bordélique dans son travail, qui travaillait certes beaucoup, mais qui travaillait pas de manière organisée, en suivant un plan, en suivant un planning, étape par étape, voilà, suivant l'énergie que j'avais et tout. Et tout simplement, j'étais beaucoup moins productif. Donc l'organisation, ça s'apprend, c'est comme tout. Et c'est vraiment une des clés très importantes. Et vraiment, la clé pour réduire drastiquement son temps de retouche pour un résultat équivalent, pour avoir le même résultat, c'est le but. Et vous allez voir, grâce à ça, vous allez pouvoir vraiment diviser par 2, par 3 le temps que vous passez derrière l'ordinateur. C'est déjà de 1, d'apprendre tous les raccourcis clavier. Vous pouvez penser que c'est juste un petit truc, mais en fait, chaque fois que vous allez utiliser la souris pour ouvrir un menu, pour faire un clic, vous allez perdre à chaque fois quelques secondes et cumulé sur le temps, au final ça va représenter beaucoup de temps. Ensuite, il faut avoir un workflow optimisé où on sait quand on ouvre le logiciel ce qu'on va faire étape par étape et qu'on n'est pas là à se poser la question quel calque je vais mettre, qu'est-ce que je vais faire, comment je commence à retoucher ma photo. Et utiliser également les scripts et les presets qui sont des enregistrements tout simplement d'actions dans les logiciels qui vont vous permettre de faire une action une fois et de la reproduire après sur toutes vos photos. Également par la suite, quand vous allez évoluer, notamment si vous vous mettez en professionnel, c'est d'engager des gens et de déléguer une partie de votre travail, que ça soit des assistants sur le jour du shooting ou que ça soit des retoucheurs. Et là aussi, on ne délègue pas n'importe comment, il faut écrire des procédures étape par étape pour éviter sans arrêt les mails où les gens vont vous poser des questions. Donc moi, quand je travaille avec des gens, j'ai des procédures étape par étape, c'est bien précis et ça permet à tout le monde de travailler efficacement et rapidement. Voilà, cette vidéo arrive à sa fin, les 7 secrets pour améliorer ses photos. J'espère que ça vous aura plu. Nous, on se retrouvera très vite dans la 3e et dernière vidéo de cette série qui s'appellera comment avoir un très bon niveau en retouche
et avoir des rendus pro. Et on se retrouvera sur l'ordinateur ensemble, concrètement parlant, pour retoucher des photos. Je vous donnerai vraiment des astuces et des pépites qui ont fait la différence dans mon parcours de photographe. Et également, je voulais vous rappeler qu'il y a une conférence dans quelques jours où je répondrai tout simplement à toutes vos questions et on étudiera également les 6 étapes pour devenir photographe professionnel. Voilà, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous!